Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur la ruée vers l'or en Californie. Un phénomène incroyable qui a démarré vers 1848. Oui, et ce qui est frappant, c'est la soudaineté, l'ampleur immédiate. Une simple découverte d'or et hop, c'est le monde entier qui débarque. Exactement. On a des sources qui nous parlent de profils hyper variés, un aristocrate chilien, une femme de pionnière américaine, un enseignant californien. Tout ce monde attiré là-bas. Dans une Californie qui, il faut le rappeler, venait à peine de devenir américaine, juste après la guerre contre le Mexique. C'est ça. Et cet or, au début en tout cas, il est un peu à tout le monde et à personne. Voilà, c'est assez unique. Pas d'État fort, pas de roi pour le revendiquer tout de suite. Ça a vraiment créé une situation particulière, une sorte d'appel d'air mondial. On va donc regarder comment cette fièvre a transformé la Californie et la vie des gens qui y sont allés chercher fortune, ou peut-être juste une nouvelle vie. Alors, le vrai coup d'envoi public, on le doit à Sam Brannan, c'est ça? Oui, à San Francisco en mai 1848. Il parade dans les rues en criant « De l'or, de l'or !» Mais le plus fort, c'est que Brennan, lui, il n'est pas allé chercher l'or. Ah non, il était bien plus malin. Il a tout de suite compris que le vrai filon, c'était de vendre le matériel aux chercheurs d'or. Exactement. Il avait déjà une boutique bien placée, il vendait des pelles, des pioches. C'est vraiment l'archétype de l'entrepreneur de la ruée. Il a même utilisé son propre journal pour amplifier la nouvelle. Au début, les gens étaient un peu sceptiques, non? Oui, il y avait de l'incrédulité, mais c'est la confirmation officielle du président Polk, fin 1848, qui a vraiment mis le feu aux poudres. Avec des pépites exposées à Washington, et puis la presse qui s'en mêle. Surtout la Penny Press, ces journaux pas chers qui ont diffusé l'information partout. Là, c'est devenu une certitude et l'emballement est devenu planétaire. Et donc, au tout début, en 48, chercher de l'or, c'était presque facile. J'ai lu l'exemple d'Antonio Franco Coronel. Oui, cet enseignant californien. Il raconte avoir trouvé près d'1,5 kg d'or dès son premier jour. C'est C'est ahurissant. incroyable. Ça donne une idée de cette première phase un peu égalitaire. Très brièvement, oui. Un mélange assez étonnant de Californios, d'Amérindiens locaux, de Mexicains, d'Hawaïens, même des marins qui avaient déserté. Mais ça n'a pas duré. 1849 arrive. Et là, c'est la déferlante, les 49ers. Des dizaines de milliers de personnes, surtout des Américains, mais aussi beaucoup d'étrangers. Avec des motivations très diverses, j'imagine. Tout à fait. On a le forgeron Hiram Pierce qui laisse tout derrière lui, Lucena Wilson qui suit son mari pionnier, l'aristocrate chilien Vicente Pérez Rosales qui fuit ses dettes. Et tous affrontent des voyages terribles pour arriver là-bas. Ah oui, que ce soit par la mer, en contournant l'Amérique du Sud, ou via l'isthme de Panama, ou encore par les pistes terrestres. Des épreuves redoutables. Et la Californie elle-même, elle est transformée à une vitesse folle. San Francisco surtout. C'est spectaculaire. D'un petit village tranquille, ça devient une métropole cosmopolite et chaotique en à peine un an. Avec des prix qui explosent, j'imagine. Ah oui, le coût de la vie devient exorbitant. Mais la demande est telle que tout se vend à n'importe quel prix. Et c'est là que certains tirent leur épingle du jeu, comme cette Lucena Wilson dont on parlait. Exactement. Elle comprend vite qu'il y a plus d'argent à gagner en montant un hôtel-restaurant pour les mineurs qu'en creusant elle-même. Un vrai succès. C'est cette énergie, ce chaos aussi, qui mène la Californie à devenir un État si vite. Oui, dès 1850. Ils ont un peu brûlé les étapes, poussés par cette croissance démographique et économique complètement folle, une admission express dans l'Union. Mais tout ça a un côté beaucoup plus sombre, évidemment. Cette absence de loi au début. Ben oui, ça ouvre la porte à la violence. La fameuse loi de Lynch qui apparaît, c'est la loi du plus fort souvent. Et la concurrence pour l'or, ça a dû créer des tensions énormes. Absolument. Une xénophobie terrible se développe très vite. Dès 1849, on voit des groupes d'Américains qui expulsent violemment les mineurs étrangers. Surtout les Chiliens, les Mexicains. Les récits de Rosales ou de Coronel sont assez durs là-dessus. Très amer, oui. Et l'État californien va même institutionnaliser ça avec la Foreign Miners Tax, une taxe visant clairement à chasser les hispanophones. Et le racisme touche aussi les immigrés chinois qui arrivent un peu après. Oui, malgré leur rôle économique important, ils sont victimes de discrimination et de violence. Mais le sort le plus tragique, c'est celui des populations autochtones, non? Les sources sont accablantes. C'est une véritable catastrophe. Ils sont chassés de leurs terres, leur environnement est détruit, ce qui cause des famines. Ils subissent les maladies apportées par les nouveaux arrivants, mais aussi des massacres purs et simples. Il y a même eu des lois spécifiques. Oui, une loi californienne, la loi pour la gouvernance et la protection des Indiens, qui a en fait légalisé une forme de travail forcé et permis l'enlèvement d'enfants. Et puis il y avait ces milices, parfois payées par l'État, qui recevaient des primes pour les scalps. C'est terrible.
C'est une politique quasi génocidaire. Le mot n'est pas trop fort. En 20 ans à peine, leur population a chuté de près de 80%. C'est un effondrement. Et la façon de chercher l'or, elle évolue aussi, j'imagine. On passe du chercheur isolé, Oui, l'image classique de l'orpailleur avec sa bâtaie, cette espèce de cuvette en bois ou en métal pour laver le sable, ça, c'est au tout début. après ça devient plus compliqué, hein. Beaucoup plus. On passe à des méthodes qui demandent plus de monde et d'argent, comme détourner carrément des rivières pour atteindre le lit. C'est ce que tente Hiram Pierce, par exemple. Et ensuite, Ensuite, c'est l'arrivée des grosses compagnies minières. Elles utilisent des techniques industrielles comme le minage hydraulique qui dévaste les paysages et elles emploient des salariés. donc, l'espoir de faire fortune seul, il diminue fortement. Ah oui, très nettement. Pour l'orpailleur individuel, les chances deviennent minces. L'âge d'or de l'individu est passé. Ce qui explique sans doute la variété des destins qu'on a évoqués. Luciana Wilson qui réussit, mais pas grâce à l'or directement. C'est ça. Elle réussit en tant qu'entrepreneur. À l'inverse, Hiram Pierce rentre chez lui sans un sou, même si ses enfants tenteront leur chance plus tard en Californie. Et puis il y a ceux qui sombrent, comme Alfred Dotten, issu d'une bonne famille, mais qui finit mal et reste coincé dans l'Ouest. Ou Vicente Pérez Rosales, l'aristocrate chilien, qui voit son commerce partir en fumée dans un incendie et qui finit par rentrer au Chili désabusé. Ces histoires montrent bien les deux faces de la ruée, non? Tout à fait. D'un côté, une énergie incroyable, un moteur de changement, qui a créé la Californie moderne, une société multiculturelle née en un clin d'œil. Et de l'autre, une violence, une exploitation, beaucoup de désillusions et des bouleversements sociaux terribles. C'est ça. Ce qui ressort vraiment, c'est à quel point cette quête effrénée de richesse a mis à nu les ambitions humaines, mais aussi les préjugés et a fait exploser les cadres sociaux existants, pour le meilleur et pour le pire. Une sorte de laboratoire social à très grande échelle et à très haute vitesse. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus large. Cet attrait presque magnétique de la ruée, cette promesse de fortune rapide qui peut parfois balayer toute autre considération, est-ce qu'on ne le retrouve pas encore aujourd'hui sous d'autres formes dans notre société? Une bonne question pour terminer notre exploration. Merci. Merci à vous.